Alors, moi, je pense que c'est le moment de peut-être déjà vous donner la parole pour poser des questions si vous en avez déjà, ou vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat si vous préférez. Y a-t-il une reconnaissance académique de la certification? Euh, pour la reconnaissance académique, donc comme je vous ai dit, euh, la loi sur la psychothérapie définit que seules les professions médicales et psychologues, seules des formations universitaires sont ceux qui peuvent exercer la psychothérapie à proprement dire. Donc, la loi a défini aussi le type de formation et cette formation va donner un diplôme officiellement reconnu. Toute autre forme d'accompagnement, comme plein de différents courants comme la Gestalt, comme tous les approches psychocorporelles, etc., sont des accompagnements et ce sont des professions libres. Donc, il n'y a pas une définition par la loi du type de formation qu'il faut pour cette profession. Notre certification va vous certifier que vous avez suivi une formation et que vous avez été formé en 50 à 570 heures de formation et cela vous permet de vous installer en tant qu'indépendante. Mais ce n'est pas une reconnaissance académique dans le sens que ça n'existe pas pour ce type d'accompagnement. Si c'est ce que vous cherchez, il faut suivre une formation universitaire qui va vous donner accès à la profession de la psychothérapie. En ce qui concerne, après la formation, y a-t-il des séminaires de recyclage? Tatiana, qu'est-ce que vous voulez dire par séminaire de recyclage? Dans quel sens? Alors, je voulais savoir pour les personnes qui sont installées ou si le fait qu'elles ne soient pas certifiées thérapeutes ou psychologues, je dirais, praticiens, ça les a gênés par rapport à leur crédibilité vis-à-vis des patients qu'elles reçoivent. OK. Peut-être Anne-Catherine, tu peux répondre à ça. Alors, au début, oui, mais en fait, maintenant, non, parce que je reçois des personnes qui ont différents problèmes et qui ont déjà suivi qui ont déjà été suivis par des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Et je remarque qu'en fait, grâce à nos outils, euh, en fait, l'accompagnement que je propose via ce que j'ai appris chez Yepra, leur permet d'aller plus loin, en fait. Et leur permet de créer ce lien de confiance, de leur permet de recréer ce lien avec leur part traumatisée, etc. C'est vraiment complètement différent et maintenant j'ai pleinement ma place en tant que thérapeute. Hmm. Merci, Et, Anne-Catherine. Je peux pardon. rajouter peut-être, parce que je sais de plein d'autres thérapeutes ex-étudiants. Euh, il y en a plusieurs qui collaborent, par exemple, avec des médecins, avec des psychologues, qui leur envoient des clients, justement pour ce volet de travail sur les traumatismes, sur les troubles de l'attachement. Et ça dépend vraiment beaucoup de votre propre confiance dans ce que vous apprenez et en vous et comment vous présentez ce que vous faites. Si quelqu'un est très timide, ça va être plus difficile, mais on a des collègues ou des ex-étudiants par exemple, Laurence, qui est la référente des étudiants,
Elle a plusieurs médecins qui lui envoient des clients parce qu'elle a fait le tour de tous les médecins autour d'elle. Elle est allée se présenter. Vous voyez, ça dépend un peu aussi des facilités des uns et des autres, mais c'est possible. Si. Je reviens à Tatiana qui a posé la question pour Isabelle. Le contact humain ne vous a-t-il pas manqué dans la formation à distance? Peut-être Céline et Isabelle? Mm. Oui, c'est vrai que c'est parfois un peu, au départ, c'était un peu difficile peut-être de se dire comment est-ce qu'on va réussir à capter l'énergie de l'autre et comment est-ce qu'on va réussir à véritablement être en lien. Et bon, de façon assez surprenante, c'est possible, ça fonctionne. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'on se retrouve un week-end au bout de 3 mois où on a pu tous se rencontrer. C'est vrai que ça nous a permis ben, d'échanger autrement. Donc, bon, ça ne remplacera pas probablement la relation physique, mais de façon assez incroyable, on peut percevoir chez les uns et chez les autres les émotions, on apprend à les sentir, à les ressentir, à les capter. Je ne sais pas comment, si je sais comment, mais c'est assez incroyable. On y arrive et en fait, ça donne une liberté aussi assez incroyable. Donc, bon, moi, j'adore. Voilà. Merci. Céline, peut-être je vais te poser les autres questions. Et lorsque vous parlez d'approche psychocorporelle, Mhm. qu'est-ce que vous entendez par corporelle? Par exemple, il y a la psychoénergie, pardon, bioénergéticiens. Ça, c'est un travail psychologique ou psychothérapeutique, mais uniquement via le corps. D'accord. Et ça, ce sont des choses que vous mettez en avant, je dirais, enfin, lors de vos pratiques avec les patients. Oui, Non, non, nous avons intégré des éléments qui sont d'accord, plus psychocorporels que cognitivo-comportementalistes. Ça veut dire que, par exemple, on a intégré une technique qui, à la base, était développée par un Américain, Berceli, qui s'appelle Trauma Release Exercise, qui consiste à mettre le corps en tremblement. Parce que les tremblements, ça va aider le corps physiquement à évacuer un traumatisme. d'accord, Et Berceni, sa méthode consiste à faire uniquement cela. Et nous avons juste intégré la manière d'utiliser ce mécanisme de notre corps, mais dans notre façon d'accompagner les gens. Donc, nous avons intégré des éléments de psychocorporel, mais dans une approche d'accompagnement par la parole. Notre d'accord. accompagnement reste principalement par la parole et humaniste. Répondre à la question de Magali, comment avez-vous trouvé les premiers clients demandés euh, lors de la première année de formation? Ou en fait, c'est en deuxième année et c'est en étape 2 dans la formation en ligne. Santé. Et la prise de clients, ben moi, mes deux premières clients, c'est grâce aux étudiantes de YEPRA avec qui je faisais la formation et qui m'ont dit, ah mais tiens, enfin, est-ce que ça te dit d'accompagner telle ou telle personne? Enfin voilà, c'est vraiment un réseau. Donc ça, c'était vraiment les deux premières. Et par la suite, ben, j'ai développé en fait une page, enfin j'ai fait une page Facebook, enfin voilà, j'ai commencé un peu à parler de moi, à faire un site internet, etc., à parler autour de moi, aussi à des professionnels de la santé comme les médecins que j'ai l'occasion de rencontrer, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, ça se fait naturellement, en fait. Oui.
vont. Yves, il a régulièrement des psychiatres qui lui envoient ses clients parce qu'ils savent pas comment avancer avec eux. Moi, je collabore avec des psychologues et des psychiatres parce que on échange sur nos cas, on s'envoie des cas où on sait ils ont besoin encore autre chose pour avancer, etc. Et ça devient quelque chose de très collaboratif et pas compétitif avec les personnes qui sont ouvertes à ça et où on peut vraiment se rencontrer à ce niveau où le, euh, la bienveillance et l'intérêt du client passent en premier plan. Et ce n'est pas les intérêts de l'ego de l'un et de l'autre qui est le meilleur thérapeute. C'est pas intéressant en fait. Et c'est dans cette logique-là que nous avançons. Alors, Anne-Catherine, peut-être j'ai encore une question à toi. Euh, Justement, quand tu as terminé la formation et quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais l'impression par rapport à commencer à accompagner des personnes pour de vrai, entre guillemets, est-ce que ça a fait une grande différence ou est-ce que tu avais l'impression, tu savais déjà et tu étais préparé? Hum, Je savais déjà, j'étais préparée et non, je me sentais prête. Tu sentais pas une grande différence de tout un coup devoir accompagner vraiment des Non, personnes? non, parce que de toute façon, comme vous insistez aussi durant la formation, la supervision reste importante et du coup, si j'ai un problème au début, ben, j'ai rencontré parfois des blocages et donc j'ai fait appel à toi, j'ai fait appel à Yves et donc au fur et à mesure, non, je me suis pas sentie seule après la certification, etc., dans mon lancement d'activité, puisque aussi mon activité était déjà lancée, Mm. comme C'est j'avais ça. pris un peu d'avance. Oui, mais merci de le dire parce que c'est ça aussi qu'on favorise. En fait, nous favorisons, c'est pour ça qu'on a intégré aussi un coaching dans la formation déjà, mais il y a des possibilités aussi toi, tu as suivi un coaching additionnel aussi pour toi. Mais en fait, notre but est aussi de ne pas terminer la formation et vous tombez dans un vide. C'est vraiment de vous aider à commencer votre communication déjà pendant la formation parce que ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain que ça fonctionne et qu'il y ait déjà une certaine base et qu'il y a une continuité. Dès que vous terminez, vous vous lancez déjà et vous êtes encore en lien avec l'école, etc. Donc, c'est vraiment aussi dans ce sens-là qu'on vous encourage. En tout cas, c'est différent pour chacun, mais si c'est possible, ça facilite en tout cas cette étape-là. Dans la formation en ligne, cela veut dire qu'en aucun moment il y a une partie en présentiel pour venir Ah, s'exercer, pour venir. merci, bonne question. Effectivement, il y a deux stages de 2 fois 3 jours. Euh, Chaque année, il y a 3 jours de présentiel, mais on pratique tout le temps. C'est juste, ces 3 jours, c'est pour pratiquer en présence, mais même dans la formation en ligne, c'est tout le temps théorie et pratique, et en Zoom, on peut aussi pratiquer, on peut faire des exercices en binôme, etc. Donc, c'est vraiment la même formation en fait, hein, Ok, merci. du module 8. Donc, à la fin de chaque étape ou de chaque module, il y a des évaluations qui sont faites alors pour, on va dire, ancrer ou pour pouvoir passer à la suite, c'est ça? Donc, pour la formation en ligne, il y a après chaque module un quiz qui vous D'accord. aide juste dans l'intégration de vos apprentissages. Et ce qui est le même pour la formation en présentiel et pour la formation en ligne. Euh, on va parler, ce qui est une année en présentiel, c'est une étape en ligne. OK. Et à la fin de chaque étape ou de chaque année, il y a une évaluation théorique et une évaluation pratique.
Et à la fin, donc en dernière année ou à la fin de la formation en ligne, il y a aussi un travail de fin d'études à rédiger et il y aura tout constitue alors les conditions pour la certification, d'avoir suivi les clients, d'avoir fait les supervisions, d'avoir fait les thérapies, etc. OK. Merci. Tout ça, c'est bien établi. Il y a un calendrier dès le début. Pour chaque étape ou pour chaque année, il y a un calendrier avec tous les délais. On vous guide vraiment et on a fait en sorte que ça soit facile aussi pour vous de vous organiser dans votre année avec vos autres activités. Je peux vous dire, je crois 95 ou 98% de nos étudiants font les études à côté de leur travail en plein temps et c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai, ça demande un engagement, ça demande vraiment de s'organiser et de bien planifier. Mélanie, peut-être tu peux un peu parler de cet aspect-là de la formation, comment ça, comment on arrive à jongler tout ça avec sa vie référée à quelqu'un. Michael, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur les définitions en fait? Parce que je suis un peu confus par rapport aux différences entre un psychologue, Est-ce que par exemple un psychothérapeute et un psychopraticien c'est la même chose exactement? OK. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec un psy? Tout ça, oui. Ouais, d'accord. En fait, donc, on a des psychiatres, ce sont des médecins. C'est simple, ce sont des médecins. C'est eux seulement qui peuvent diagnostiquer des maladies psychiques et qui peuvent prescrire des médicaments. Après, on a les psychologues qui, eux aussi, font des études complètes de la psychologie à l'université. Et eux, ils vont être plus ils ont une approche purement analytique et ils vont être plus normalement, plus dans un domaine où ils sont conseillers, ils vont établir des profils, ils vont pouvoir tester, par exemple, des enfants par rapport à des difficultés d'apprentissage ou des profils de HP, etc. Les psychologues et les psychiatres peuvent aussi être psychothérapeutes. Psychothérapeute, c'est quelqu'un qui est formé spécifiquement à accompagner un processus euh, de transformation personnelle ou de guérison de traumatisme ou de reconstruction à un niveau émotionnel. Les psychiatres et les psychologues doivent aussi faire une formation additionnelle pour être psychothérapeute, mais eux, ils peuvent l'être. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir psychothérapeute sans avoir suivi des études à l'université et c'est défini dans la loi sur la psychothérapie. À part ces trois professions-là, toutes les autres professions de l'accompagnement, de la relation d'aide, d'aide à la personne dans ce sens-là, c'est des professions libres et notre certification va vous permettre de vous installer dans ce domaine-là. Une différence entre psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute et psychopraticien est par exemple que les psychopraticiens, les mutuelles, la majorité ne va pas rembourser les séances d'un psychopraticien. Mais les séances de psychologue ou de psychothérapeute peuvent l'être. Euh, pour peut-être nos collègues ici peuvent en parler, mais pour euh, dans mon expérience et tout ce que je connais de nos ex-étudiants, ça ne change pas grand-chose dans la profession pour nous. Dans le sens que les personnes qui ont une difficulté cherchent à aller mieux. Et les séances payées ou remboursées, c'est maximum 8
à 10 séances par personne. Et donc, de toute manière, pour un processus où je travaille sur une problématique plus profonde, ce n'est pas suffisant. Donc, moi, je connais pas de problème par rapport à ça. Anthony, tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui, oui, c'est peut-être pour rassurer aussi Michael. J'avais exactement les mêmes doutes. Euh, je travaille, moi, personnellement, en fait, avec une psychiatre et une psychologue qui m'envoient certains de leurs patients parce qu'en fait, le psychiatre, concrètement, et ce ne sont pas mes dires, ce sont les siens, analyse réellement leurs soucis et donne des médicaments. Le psychologue, réellement, je ne sais pas trop ce qu'il fait en cabinet, mais voilà, il me les envoie en disant, ben voilà, grâce à tes techniques que tu as prises, aux techniques que tu as prises, il serait vraiment important de travailler sur son trouble d'attachement ou important de travailler entre guillemets, nettoyer tel ou tel trauma. Et donc, ça se passe vraiment super bien par rapport à ça. Après, oui, il y a le remboursement, mais quand les gens ont vraiment besoin, veulent vraiment se sortir, alors ils viennent et ça se passe vraiment bien. Et si pour les autres ont la chance, vraiment comme moi, j'ai pu avoir la chance de connaître des psychiatres et psychologues, un travail qui se fait vraiment, vraiment en lien et c'est vraiment chouette, quoi. Donc, Hmm. voilà. Si, Anthony. Juste pour rajouter à ça, euh, moi personnellement, je réponds à cette question par rapport à remboursement ou pas. Quand j'ai des clients qui me contactent où je vois vraiment, ils sont vraiment dans une situation financière difficile et ils ont vraiment du mal à payer mon tarif, moi je fais des tarifs adaptés pour ces personnes-là, par exemple. Hmm. Donc, je ne suis pas limitée par rapport à cette question de remboursement. Christelle, la, comment on, quelle est l'expérience en thérapie personnelle et comment ça favorise ou comment ça nous aide dans l'accompagnement des clients? Anthony, est-ce que tu veux parler un peu de ça? Euh, Répète la question, s'il te plaît. Écoute, si t'es pas préparé, c'est pas, Non, mais vraiment, c'était si. spontané, c'est à toi. Vas-y. La question était de que- que- C'est chez moi que ça coupe ou c'est chez tout le Non, monde? non, la thérapie Ulrich, ça personnelle, qu'est-ce coupe. que ça apporte de travail avec les clients? Ah, ok, je sais pas pourquoi. Oui, Ulrich, on a perdu toute une partie de ta question. Voilà. Repose la question pour Anthony et tout ira bien. Et changer de canal, est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Ça Bon, C'est va. mieux? Ah, ok, d'accord. Donc, Anthony, ma question était, en fait, je voulais aborder qu'est-ce que la thérapie personnelle, qu'est-ce que oui. ça apporte au niveau d'intégration de l'apprentissage pour soi-même, mais aussi qu'est-ce que ça a apporté directement dans l'accompagnement des clients ou dans les exercices avec les autres. Alors, au niveau de la thérapie, euh, ça bouscule, réellement, ça bouscule pas mal de choses, mais ça nous fait évoluer sur énormément de points personnels. Moi, j'avais par exemple des addictions qui ont disparu, sans qu'on ne travaille spécialement sur les addictions, mais plus sur sur mes troubles de l'attachement. Euh, le fait de vivre personnellement des séances comme moi je dois les pratiquer, ça nous permet on est un peu de l'autre côté et ça nous permet
au niveau de la pratique, de vraiment bien comprendre la position du patient, en fait. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mais ça permet, je vous assure que les thérapies personnelles, alors personnellement, quand on m'a dit que tu allais devoir faire une vingtaine de séances par an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai rien à lui dire. Ma vie va très bien, elle est parfaite comme elle est. Et ben, en fait, on se rend compte qu'on a pas mal de choses qui sont là, présentes, et qui nous permettent d'évoluer, mais au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau en tant que thérapeute. Ça nous fait vraiment, mais vraiment évoluer du bon côté, quoi. Hmm, merci. Christelle, Ulrike, il y a une question de Siam qui dit, est-ce que, s'il vous plaît, la thérapie personnelle fait partie de la formation ou c'est quelque chose que vous préconisez ou recommandez? merci. Effectivement, c'est obligatoire, donc ça fait partie des choses demandées dans le cadre de la formation et ça fait partie de la certification. Mais la question est très bonne. Euh, le prix de la thérapie, des séances de thérapie n'est pas inclus dans le minéral parce que ça c'est à réaliser chez les thérapeutes individuellement qui ne sont pas IPRA, qui ont leur pratique, eux. Et donc, c'est à des tarifs différents et c'est au tarif du thérapeute. Je Oui, pense. oui, désolé, super vite. Si on a déjà un thérapeute avec lequel on travaille depuis longtemps, est-ce que vous recommandez qu'on ait donc deux thérapeutes en même temps et donc on suit deux thérapies différentes en même temps, ou bien est-ce que vous recommanderiez d'en laisser tomber une pour vraiment se focaliser pour pas qu'il y ait d'interférence en fait entre les deux et pour que les thérapeutes puissent suivre notre évolution, ouais, de l'étape 1 à 2 à 3 à 4, bah, qui ait pas de trucs au milieu en fait qui viennent, qu'est-ce que vous recommanderiez? En principe, on vous recommande, en fait, c'est en cas de cas par cas. Il y a des raisons pour lesquelles c'est bien de continuer avec un thérapeute où on est déjà dans un travail personnel. On, Globalement, je dirais, c'est mieux de ne pas mélanger deux approches différentes parce que ça crée des incohérences dans votre apprentissage. Ouais, Et c'est ça. parce que notre thérapie est une thérapie pédagogique, didactique et pas juste une thérapie comme toute autre. Pour bien intégrer le modèle, la façon de travailler, la façon d'utiliser les outils, etc., c'est plus facile si on reste dans un modèle pendant le temps de l'apprentissage. Mais il y a des raisons pour lesquelles c'est mieux de continuer aussi sa thérapie qu'on a déjà entamée. Et ça, on va discuter avec la personne personnellement. D'accord. Au Merci. moment venu.